vais vous parler des politiques, des représentations, des recherches et des politiques de l'Organisation internationale du travail au prisme du genre entre 1919 et 1940. Alors je vais tout d'abord préciser que la législation du travail a commencé par les femmes et par la protection de leur santé dans la plupart des pays représentés dans l'OIT. Ce sont des mesures protectrices qui sont en direction des femmes, qui sont perçues et représentées avant tout comme procréatrices. Cette législation a visé ensuite l'interdiction du travail de nuit, la réduction du temps de travail, puis la protection par rapport aux travaux insalubres. C'est dans un deuxième temps que la législation a concerné hommes et femmes sur d'autres sujets. Sur le plan international, ce sont les conférences de Berne de 1904 et 1905 qui ont posé les conventions visant la protection des femmes dans l'industrie et leur santé. Lorsque l'OIT est créée en 1919 par le chapitre 13 du traité de Versailles, la première conférence qui se tient à Washington en 1919 commence par le travail des femmes dans les travaux insalubres, l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, et puis à ses côtés la question des 8 heures et du chômage de l'après-guerre. Alors, l'OIT a un fonctionnement et une structure tripartite, et on va le voir, ça a une incidence sur cette question-là aussi, et se compose d'une part d'un exécutif et qui est prospectif, c'est le Bureau international du travail et son CA, et d'une structure législative et normative qui sont les conférences internationales du travail qui se réunissent annuellement et qui votent les conventions ou recommandations, d'où sortent les normes qui gèrent la question du travail. Alors, dans l'entre-deux-guerres, on est dans une période à la fois de rationalisation, de reconstruction et de crise du travail, mais aussi d'émergence des sciences sociales liées au travail. Alors, voilà. Tout d'abord, je vais aborder la question par l'enquête. Enquêter sur l'hygiène industrielle et la sécurité du travail, c'est un exercice qui n'est pas neutre. De fait, l'OIT, comme la plupart des structures de cette époque, procède à beaucoup d'enquêtes parce que c'est un préalable à la réforme sociale. Et de fait, les réformes proposées par l'OIT sont toutes précédées par une intense activité d'enquête de la part d'un service d'hygiène industrielle et de sécurité du travail, par la mise aussi en réseau des travaux exogènes, parce que le service est tout petit et ne suffit pas à observer le monde du travail, et par la publication, la diffusion lors de congrès de ces savoirs. Ces enquêtes concernent hommes et femmes, mais pas dans les mêmes proportions, ni dans les mêmes conditions. Alors, les enquêtes commencent évidemment par des enquêteurs, et c'est un service tout petit, c'est un service qui est surtout masculin, comme la plupart des administrations de l'époque. Les femmes sont minoritaires, tant dans les services que parmi les experts. Alors, je vous disais, c'est un service tout petit, il y a 4 personnes au départ, 11 à l'arrivée, c'est pas énorme, et parmi ces 11 personnes, il n'y a que 4 femmes. Ces 4 femmes occupent des postes toujours secondaires, ce sont des sténodactylographes, ce sont des rédactrices dans le meilleur des cas et traductrices. Alors, je vous avais mis la photo d'une d'elles, c'est une Écossaise, Jessie Flora McCrae, qui a un bagage universitaire vraiment très important, mais qui, en fait, est embauchée comme junior, alors qu'elle a tout à fait le même bagage intellectuel que ses homologues masculins qui sont tout de suite titularisés. Alors, elle pratique cette langue, etc. Parmi les autres fonctionnaires du Bureau international du travail, il y a Marguerite Thibert, qui a été étudiée par
Françoise Thébault, hein, qui, elle, a fait une thèse sur le féminisme dans le socialisme français et qui travaille au service du travail féminin et des enfants jusqu'aux années 50. Les experts sont aussi très très largement masculins, hein. Il y a juste 2 expertes féminines. Il y a Alice Hamilton, étudiée par Judith Reinhorn, et c'est une femme médecin diplômée d'Harvard et qui est spécialisée en médecine industrielle après avoir fait beaucoup d'observations. Et après avoir commencé à travailler du côté des femmes et des enfants, elle s'oriente vers une médecine industrielle. Et médecine industrielle qu'elle lie à la pratique de l'enquête sociale. L'autre seule femme experte, c'est Jeanne Joteko, qui est polonaise, universitaire, et chef d'un laboratoire de psychologie à Bruxelles, puis elle revient à Varsovie. Alors, par ailleurs, l'OIT, enfin le service industriel d'hygiène industrielle, est en relation très importante avec des associations féministes, hein, comme l'Association internationale des femmes médecins ou comme le CIF ou encore avec la Fédération internationale des travailleuses. Alors, ces liens avec les associations féministes jouent un rôle important, évidemment, dans l'orientation de l'enquête, puis après dans l'orientation des normes qui sont choisies par le BIT. Alors, les enquêtes portent sur des métiers... Je voudrais revenir en arrière. Pardon. Non. Voilà, pardon. Les enquêtes portent sur des maladies professionnelles, sur des métiers, sur des secteurs d'activité, et le genre est à chaque fois finalement une grille d'analyse qui est méconnue, hein, par les enquêteurs eux-mêmes. En fait, lorsque le service de sécurité du travail fait des enquêtes, des missions sur place, il va visiter des usines modèles, des mines, des lieux d'extraction, soit parce qu'ils sont considérés comme modèles, soit parce qu'ils sont considérés comme à haut risque, où il y a eu un gros accident. Et là, à chaque fois, finalement, les femmes sont quasiment absentes de ce paysage. D'autre part, et finalement, ce qui est relevé dans ces cas-là, c'est des traits qui vont être spécifiquement masculins. Hein, par exemple, le fait que des ouvriers se mettent en danger par manque de vigilance, par manque de sens des responsabilités, ou parce qu'ils veulent se montrer particulièrement virils. Alors là, ce sont effectivement des relevés qu'on trouve dans les enquêtes. Et finalement, c'est plutôt dans le secteur des maladies professionnelles que le souci de la santé des femmes apparaît. Il apparaît dans des maladies professionnelles qui sont étudiées théoriquement pour hommes et femmes, hein, dans le cas de la chimie, du textile, du tabac, ou parce qu'on enquête sur une maladie, comme le saturnisme, comme par exemple le saturnisme. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas du saturnisme, on voit que dans le cas de la poterie, hein, les femmes sont effectivement très nombreuses à être atteintes des affections saturnines. L'alerte est lancée à chaque fois lorsque les produits avec lesquels les femmes sont en contact provoquent des avortements spontanés ou causent des cancers des organes reproductifs. Alors, l'impact de la guerre de l'expérience de la guerre est très important dans l'approche de la santé des femmes au travail. L'une des inspectrices, par exemple, anglaise, Miss Constance Smith, qui est chef adjointe de l'inspection du travail à Londres, expose lors de la conférence de l'OIT en 1923 que la guerre a renversé les idées reçues sur les travaux appropriés aux femmes et que celles-ci se sont particulièrement épanouies. Alors, je cite, elles ont trouvé le plaisir à les efforts musculaires qui a été considérable, elles ont particulièrement participé au travail en plein air et leur organisme s'en trouve fortifié.
Et donc, elle dit, ce basculement a été possible sans porter préjudice à la santé des femmes grâce, selon elle, à une alimentation convenable, au port de vêtements adaptés, à une organisation judicieuse du travail, à l'étude des conditions systématiques d'hygiène du travail. Et là, c'est le rôle de l'inspection médicale qui est mis en valeur, ainsi qu'en France, par exemple, celui des surintendantes d'usine. Donc c'est un tableau assez idyllique qu'elle dresse là. En matière de fatigue professionnelle ou industrielle, beaucoup d'études portent pour les femmes sur le soulèvement et le transport des fardeaux. Pour les hommes, on insiste également beaucoup sur la question des charges, pour les dockers par exemple, mais pas seulement. On parle aussi beaucoup de fatigue industrielle pour les hommes à propos de la rationalisation du travail. Et la maladie professionnelle masculine typique semble être, dans les années 30, la crampe du télégraphiste. On évoque à peu près un équivalent pour la fatigue nerveuse des téléphonistes femmes dans ces années 30. L'essentiel des études médicales porte sur des secteurs où la main-d'œuvre est essentiellement masculine. Les marins, les mineurs, les peintres, les cheminots, etc., les mégissiers, les imprimeurs, les maçons. Par conséquent, la plupart des maladies professionnelles étudiées concernent les hommes, la silicose, l'infection à l'anthrax et les cancers comme celui de la vessie. Alors, parmi ces maladies professionnelles, le plus souvent mises en relation avec des métiers masculins, certaines études du service d'hygiène pointent des cas féminins. Et c'est le cas de ce que je vous disais tout à l'heure, pour l'intoxication saturnine, qui fait l'objet d'un rapport en 1921. Et l'auteur dit que les femmes sont en général beaucoup plus sujettes que les hommes à retenir les effets pernicieux du toxique. Et que le taux de saturnisme dans la poterie est 2 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Ce qui est relevé, c'est l'action particulièrement funeste qu'exerce la manipulation du plomb sur les organes génitaux de la femme, la perturbation des règles, l'avortement. Alors, les autres troubles, on les connaît pour le saturnisme. Alors, je voulais par ailleurs étudier les politiques de santé au travail prônées par l'OIT dans l'entre-deux-guerres et qui posent la question de l'universalisme ou du protectionnisme. Les délégations et les débats lors des congrès et des conférences internationales du travail insistent effectivement beaucoup sur la question de la femme future mère. Et c'est celle-ci qu'on protège avant tout. Et c'est ce qui explique que la première convention porte justement sur l'interdiction du travail de nuit et sur la protection des femmes en couche avant et après, qu'il en découle aussi l'installation d'une commission sur les travaux insalubres concernant les femmes seulement. Et donc ces questions font l'unanimité très facilement dans ce congrès de Washington, j'accélère, et il sera remis en question en 1934, cette convention sera remise en question en 1934, justement, à la demande d'une association de femmes ingénieurs, et donc il y a des dérogations qui sont évoquées. L'autre question, c'est la question qui en découle, c'est est-ce qu'il faut une législation qui soit protectrice, qui soit limitative, mais qui empêche les femmes d'accéder à tous les emplois. Et là, il y a vraiment une scission dans l'OIT et dans ces réseaux d'experts. Il y a vraiment une scission. Les féministes d'Europe du Nord sont très largement favorables à un égalitarisme total, contrairement finalement à la direction du BIT et aussi à Marguerite Thibert dont je vous ai parlé tout à l'heure. Lorsque le directeur du service d'hygiène industrielle, le docteur Carozzi, en 1931, expose l'action de son service, il insiste sur le fait il expose ce qu'est une maladie professionnelle, et dans cette définition de la maladie professionnelle, il indique que les individus les plus faibles sont les femmes, les enfants, les vieillards, ou les plus sensibles, et il dit qu'ils ressentent
avant les autres et plus profondément que les plus robustes, les adultes notamment, entre parenthèses les adultes masculins, hein, l'influence des causes morbides. Alors, on s'intéresse du coup aux toxiques, aux facteurs prédisposants, comme alors l'âge, l'hérédité, la race, le sexe, le climat. Et finalement, je m'aperçois que ce service combine très largement à la fois des approches de la santé par la question de l'environnement, du milieu professionnel, mais aussi de la responsabilité individuelle et de la prédisposition du sujet. Quand on observe les conventions et les recommandations qui sont votées en matière de santé des femmes et des hommes, eh bien, il y a cette première série qui concerne l'interdiction du travail de nuit des femmes, l'interdiction du phosphore dans les allumettes, la protection des femmes en couche, hein, c'est les conventions de 1919. Ensuite, les conventions sont plutôt, visent plutôt le risque industriel et sur la prévention, avec l'organisation des services d'inspection, par exemple, en 1923, qui vise à assurer l'application des lois et règlements pour la protection des travailleurs, et dans ce cas-là, c'est travailleurs hommes et femmes, ou des résolutions qui sont spécifiquement masculines pour des métiers masculins, hein, par exemple l'accrochage automatique des véhicules de sécurité en 1923 aussi, ou bien la résolution relative à la prévention des accidents du travail en 1928. Voilà. Très largement, ces conventions et ces résolutions ouvrent la voie de la prévention, de la réparation, des interdictions de produits dangereux lorsqu'on a un substitut, hein, pour pouvoir faire face économiquement. C'est établi des nomenclatures de maladies professionnelles, et par exemple la nomenclature des maladies professionnelles établie en 1925 est limitée à 3 maladies, hein, enfin 2 maladies, une infection, et sera revue à plusieurs reprises ensuite, légèrement étendue, mais d'une façon assez restrictive. Voilà, j'en arrive à ma conclusion. À tous les niveaux, on s'aperçoit que ce soit dans les enquêtes, dans les débats ou dans les conventions. Vous avez besoin du PowerPoint encore ? Non, ça va aller. La lecture du genre au travail, hein, du genre pour la santé et de la santé au travail, effectivement très pertinent. Les femmes échappent beaucoup plus largement à l'observation ou au contrôle, hein, en dépit que les hommes, en dépit à la fois de l'obsession démographique, mais aussi des politiques natalistes, maternalistes. Et les débats qui se jouent au sein de l'OIT se jouent finalement à ce moment-là, dans l'entre-deux-guerres, à peu près partout, hein, soit l'égalitarisme, soit le protectionnisme. Voilà. Merci beaucoup.